Le premier dimanche d'août, on faisait l'inventaire. Tous les employés étaient à leur poste et la besogne avait commencé, les portes closes dans les magasins vides de clientes. Denise n'était pas descendue à 8 heures avec les autres vendeuses. Retenue depuis le jeudi dans sa chambre par une entorse prise en montant aux ateliers, elle allait enfin beaucoup mieux. Mais comme Madame Aurélie la gâtait, elle ne se hâtait pas. Achevait de se chausser avec peine, résolue cependant à se montrer au rayon. Maintenant, les chambres des demoiselles occupaient le 5e étage des bâtiments neufs, le long de la rue Monsigny. Elles étaient au nombre de 60, aux 2 côtés d'un corridor, et plus confortables, toujours meublées pourtant du lit de fer, de la grande armoire et de la petite toilette de noyer. La vie intime des vendeuses y prenait des propretés et des élégances. Une montée naturelle vers la bourgeoisie, à mesure que leur sort s'améliorait. D'ailleurs, à titre de seconde, Denise avait une des plus grandes chambres, dont les 2 fenêtres mansardées ouvraient sur la rue. Quand elle fut chaussée, elle essaya de marcher dans la pièce. Il lui fallut s'appuyer aux meubles car elle boitait encore. Mais cela s'échaufferait. Tout de même, elle avait eu raison de refuser pour le soir une invitation à dîner de l'oncle Baudu et de prier sa tante de faire sortir Pépé qu'elle avait remis en pension chez Madame Gras. Jean, qui était venu la voir la veille, dînait aussi chez l'oncle. Doucement, elle continuait de s'essayer à marcher en se promettant de se coucher de bonne heure afin de reposer sa jambe, lorsque la surveillante Madame Cabin frappa et lui donna une lettre d'un air de mystère. La porte refermée, Denise, étonnée du sourire discret de cette femme, ouvrit la lettre. Elle la laissa tomber sur une chaise. C'était une lettre de Mouret, où il se disait heureux de son rétablissement et la priait de descendre le soir dîner avec lui, puisqu'elle ne pouvait sortir. Le ton de ce billet, à la fois familier et paternel, n'avait rien de blessant, mais il lui était impossible de se méprendre. Le bonheur connaissait bien la signification vraie de ces invitations. Une légende courait là-dessus. Clara avait dîné, d'autres aussi, toutes celles que le patron remarquait. Après le dîner, comme disaient les commis farceurs, il y avait le dessert, et les joues blanches de la jeune fille étaient peu à peu envahies par un flot de sang. Alors la lettre glissait entre les genoux, le cœur battant à coups profonds. Denise garda les yeux fixés sur la lumière aveuglante d'une des fenêtres. C'était un aveu qu'elle avait dû se faire, dans cette chambre même, aux heures d'insomnie. Si elle tremblait encore quand il passait, elle savait maintenant que ce n'était pas de crainte, et son malaise d'autrefois, son ancienne peur, ne pouvait être que l'ignorance effarée de l'amour, le trouble de ses tendresses naissantes. Elle ne raisonnait pas, elle sentait seulement qu'elle l'avait toujours aimé, depuis l'heure où elle avait frémi et balbutié devant lui. Jamais elle n'avait aimé que cet homme dont un regard la terrifiait. Et tout le passé revivait, se déroulait dans la clarté de la fenêtre. Les sévérités des premiers temps, cette promenade si douce sous les ombrages noirs des Tuileries, enfin les désirs dont il l'effleurait depuis l'heure où elle était rentrée. La lettre glissa jusqu'à terre. Denise regardait toujours la fenêtre dont le plein soleil l'éblouissait. Brusquement, on frappa, et elle se hâta de ramasser la lettre, de la faire disparaître dans sa poche. C'était Pauline, en s'échappant de son rayon sous un prétexte. Elle venait causer un peu. « Êtes-vous remise, ma chère ? On ne se rencontre plus. » Mais comme il était défendu de remonter dans les chambres et surtout de s'y enfermer à 2, Denise l'emmena au bout du couloir où se trouvait le salon de réunion, une galanterie du directeur pour ces demoiselles qui pouvaient y causer ou y travailler en attendant 11 heures. La pièce, blanc et or, d'une nudité banale de salle d'hôtel, était meublée d'un piano, d'un guéridon central, de fauteuils et de canapés recouverts de housses blanches. Du reste, après quelques soirées passées entre elles dans le premier feu de la nouveauté, les vendeuses ne s'y rencontraient plus, sans en arriver tout de suite aux mots désagréables. C'était une éducation à faire, la petite cité phalanstérienne manquait de concorde. Et en attendant, il n'y avait guère là, le soir, que la seconde des corsets Miss Powell, qui tapait sèchement du Chopin sur le piano, et dont le talent jalousait achevait de mettre en fuite les autres. « Vous voyez, mon pied va mieux, dit Denise. Je descendais. »« Ah, bien, cria la lingère, en voilà du zèle.
C'est moi qui resterais à me dorloter si j'avais un prétexte. » Toutes deux s'étaient assises sur le canapé. L'attitude de Pauline avait changé depuis que son amie était seconde aux confections. Il entrait, dans sa cordialité de bonne fille, une nuance de respect, une surprise de sentir la petite vendeuse chétive d'autrefois en marche pour la fortune. Cependant, Denise l'aimait beaucoup et se confiait à elle seule, au milieu du continuel galop des 200 femmes que la maison occupait maintenant. « Qu'avez-vous » demanda vivement Pauline quand elle remarqua le trouble de la jeune fille. « Mais rien » assura celle-ci avec un sourire embarrassé. « Mais si, vous avez quelque chose. Vous vous méfiez donc de moi que vous ne me dites plus vos chagrins ?» Alors Denise, dans l'émotion qui gonflait sa poitrine et qui ne pouvait se calmer, s'abandonna. Elle tendit la lettre à son amie en balbutiant. « Tenez, il vient de m'écrire. » Entre elles, jamais encore elle n'avait parlé ouvertement de Mouret. Mais ce silence même était comme un aveu de leur secrète préoccupation. Pauline n'ignorait rien. Après avoir lu la lettre, elle se serra contre Denise, la prit à la taille pour lui murmurer doucement. « Ma chère, si vous voulez que je sois franche, je croyais que c'était fait. Ne vous révoltez donc pas, je vous assure que tout le magasin doit le croire comme moi. Dame, il vous a nommé seconde si vite, et puis il est toujours après vous, ça crève les yeux. » Elle lui mit un gros baiser sur la joue, et puis elle l'interrogea. « Vous irez ce soir, naturellement ?» Denise la regardait, sans répondre, et tout d'un coup elle éclata en sanglots, la tête appuyée sur l'épaule de son amie. « Voyons, calmez-vous, il n'y a rien là-dedans qui puisse vous bouleverser ainsi. »« Non, laissez-moi, » bégayait Denise. « Si vous saviez comme j'ai du chagrin, depuis que j'ai reçu cette lettre, je ne vis plus. Oh, laissez-moi pleurer, ça me soulage. » Très apitoyée, sans comprendre pourtant, la lingère chercha des consolations. D'abord, il ne voyait plus Clara. On disait bien qu'il allait chez une dame au dehors, mais ça n'était pas prouvé. Denise l'écoutait, et si elle avait encore ignoré son amour, elle n'en aurait plus douté à la souffrance dont le nom de Clara et l'allusion à Madame Desforges lui tordirent le cœur. Elle entendait la voix mauvaise de Clara. Elle revoyait Madame Desforges la promener dans le magasin avec son mépris de dame riche. « Alors, vous iriez, vous » demanda-t-elle. Pauline répondit « Sans doute. Est-ce qu'on peut faire autrement ?» Et puis elle réfléchit et rajouta « Pas maintenant, autrefois, parce que maintenant je vais me marier avec Baugé, et ce serait mal tout de même. » « Vous voyez bien, » déclara Denise, « quand un homme vous aime, il vous épouse. Baugé vous épouse. » Pauline eut un bon rire. « Mais ma chérie, c'est pas la même chose. Baugé m'épouse parce que c'est Baugé. Il est mon égal, ça va tout seul. Tandis que Monsieur Mouret... Est-ce que Monsieur Mouret peut épouser ses vendeuses ? » « Non !» cria la jeune fille révoltée par l'absurdité de la question. « Et c'est pourquoi il n'aurait pas dû m'écrire ?» Ce raisonnement acheva d'étonner la lingère. Son visage épais, aux petits yeux tendres, prenait une commisération maternelle. Et puis elle se leva, ouvrit le piano, joua doucement avec un seul doigt le roi d'Agobert pour égayer la situation sans doute. Dans la nudité du salon, montaient les bruits de la rue, la mélopée lointaine d'une marchande criant des pois verts. Denise s'était renversée sur le fond du canapé, la tête contre le bois, secouée par une nouvelle crise de sanglots qu'elle étouffait dans son mouchoir. « Encore !» reprit Pauline en se retournant. « Vous n'êtes vraiment pas raisonnable. Pourquoi m'avez-vous amenée ici ? Nous aurions mieux fait de rester dans votre chambre. » Elle s'agenouilla devant elle, recommença à la sermonner. Que d'autres auraient voulu être à sa place ? Et d'ailleurs, si la chose ne lui plaisait pas, c'était bien simple. Elle n'avait qu'à dire non, sans se chagriner. Mais elle réfléchirait avant de risquer sa position par un refus que rien n'expliquait. Et puisqu'elle n'avait pas d'engagement ailleurs, était-ce donc si terrible ? Et la semonce finissait par des plaisanteries chuchotées gaiement lorsqu'un bruit de pas vint du corridor. Pauline courut à la porte jeter un coup d'œil. « Chut, Madame Aurélie !» murmura-t-elle. « Je me sauve. Et vous, essuyez vos yeux, on n'a pas besoin de savoir. » Quand Denise fut seule, elle se mit debout, renfonça ses larmes, et les mains tremblantes encore de peur d'être surprise ainsi, elle ferma le piano que son amie avait laissé ouvert. Mais elle entendit Madame Aurélie frapper à la porte. Alors elle quitta le salon.
« Comment vous êtes levée » cria la première. « Mais c'est une imprudence, ma chère enfant. Je montais justement prendre de vos nouvelles pour vous dire que nous n'avons pas besoin de vous en bas. » Denise lui assura qu'elle allait mieux, que cela lui ferait du bien de s'occuper, de se distraire. « Je ne me fatiguerai pas, madame. Vous m'installerez sur une chaise, je travaillerai aux écritures. » Toutes deux descendirent. Très prévenante, madame Aurélie l'obligeait à s'appuyer sur son épaule. Elle avait dû remarquer les yeux rouges de la jeune fille car elle examinait à la dérobée. Sans doute, elle savait bien des choses. C'était une victoire inespérée. Denise avait enfin conquis le rayon. Après s'être jadis débattue pendant près de 10 mois au milieu de ces tourments de souffre-douleur, elle venait en quelques semaines de les dominer, de les voir autour d'elle, souples et respectueuses. La brusque tendresse de madame Aurélie l'avait beaucoup aidée dans cette ingrate besogne de se concilier les cœurs. On racontait tout bas que la première était complaisante de mourir, qu'elle lui rendait des services délicats, et elle prenait si chaudement la jeune fille sous sa protection qu'on devait en effet la lui recommander d'une façon spéciale. Mais celle-ci avait également travaillé de tout son charme pour désarmer ses ennemis. La tâche était d'autant plus rude qu'il lui fallait se faire pardonner sa nomination au poste de seconde. Ces demoiselles criaient à l'injustice, l'accusaient d'avoir gagné ça au dessert avec le patron. Même, elles ajoutaient des détails abominables. Malgré leur révolte pourtant, le titre de seconde agissait sur elles. Denise prenait une autorité qui étonnait et pliait les plus hostiles. Bientôt elle trouva des flatteuses parmi les dernières venues. Sa douceur et sa modestie achevèrent la conquête. Marguerite se rallia, et Clara seule continua de se montrer mauvaise, risquant encore l'ancienne injure de Malpeigné qui maintenant n'égayait personne. Seulement, elle considérait que Denise lui avait volé la succession de madame Frédéric. 9 heures sonnaient. Au dehors, un ciel d'un bleu ardent chauffait les rues, des fiacres roulaient vers les gares, toute la population endimanchée gagnait en longues files les bois de la banlieue. Dans le magasin inondé de soleil par les grandes baies ouvertes, le personnel enfermé venait de commencer l'inventaire. On avait retiré les boutons des portes. Des gens s'arrêtaient sur le trottoir, regardant par les glaces, étonnés de cette fermeture, lorsqu'on distinguait à l'intérieur une activité extraordinaire. C'était, d'un bout à l'autre des galeries, du haut en bas des étages, un piétinement d'employés, des bras en l'air, des paquets volant par-dessus les têtes. Et cela au milieu d'une tempête de cris, de chiffres lancés, dont la confusion montait et se brisait en un tapage assourdissant. Chacun des 39 rayons faisait sa besogne à part, sans s'inquiéter des rayons voisins. D'ailleurs, on attaquait à peine les casiers et il n'y avait encore par terre que quelques pièces d'étoffe. La machine devait s'échauffer si l'on voulait finir le soir même. « Pourquoi descendez-vous » reprit Marguerite obligeamment en s'adressant à Denise. « Vous allez vous faire du mal, et nous avions le monde nécessaire. »« C'est ce que je lui ai dit, » déclara madame Aurélie, « mais elle a voulu quand même nous aider. » Toutes ces demoiselles s'empressaient auprès de Denise. Le travail s'en trouva interrompu. On la complimentait, on écoutait avec des exclamations l'histoire de son entorse. Enfin, madame Aurélie la fit asseoir devant une table et il fut entendu qu'elle se contenterait d'inscrire les articles appelés. D'ailleurs, le dimanche de l'inventaire, on mettait à réquisition tous les employés capables de tenir une plume. Les inspecteurs, les caissiers, les commis aux écritures, jusqu'aux garçons de magasin. Et puis les divers rayons se partageaient ces aides d'un jour pour bâcler vivement la besogne. C'était ainsi que Denise se trouvait installée près du caissier L'Homme et du garçon Joseph, l'un et l'autre penchés sur de grandes feuilles de papier. Madame Aurélie dénombrait les vêtements de soie que Denise portait sur des feuilles. Clara était chargée de veiller au tas et de les ranger. Mais elle n'était guère à sa tâche. Des piles croulaient déjà. « Dites donc, demanda-t-elle à une petite vendeuse entrée de l'hiver, est-ce qu'on vous augmente ? Vous savez qu'on va mettre la seconde à 2000 francs, ce qui lui fera près de 7000 avec son intérêt ?» La petite vendeuse, sans cesser de passer les rotondes, répondit que si on ne lui donnait pas 800 francs, elle lâcherait la boîte. Les augmentations avaient lieu au lendemain de l'inventaire. C'était également l'époque où le chiffre d'affaires réalisé pendant l'année étant connu, les chefs de rayon touchaient leurs intérêts.
Aussi, malgré le vacarme et le tohu-bohu de la besogne, les commérages passionnés allaient-ils bon train. Entre deux articles appelés, on ne causait que d'argent. « Moi, je m'en fiche de leurs augmentations, reprenait Clara en s'adressant à la petite vendeuse. Si papa était mort, ce que je les planterais, là. Mais une chose qui m'exaspère, ce sont les 7000 francs de ce bout de femme. Hein? Et vous ?» Madame Aurélie interrompit violemment la conversation. Elle se tourna de son air superbe. « Taisez-vous donc, mesdemoiselles, on ne s'entend pas, ma parole d'honneur. » Et puis elle se remit à crier. « 7 mantes à la vieille, sicilienne, première grandeur à 130. 3 pelisses, Surat, deuxième grandeur à 150. Y êtes-vous, mademoiselle Baudu ? » ?»« Oui, madame. » Alors Clara dut s'occuper des brassées de vêtements empilés sur les tables. Elle les bouscula, gagna de la place, mais bientôt elle les lâcha encore pour répondre à un vendeur qui la cherchait. C'était le gantier Mignot, échappé de son rayon. Il chuchota une demande de 20 francs. Déjà, il lui en devait 30, un emprunt pratiqué un lendemain de course, après avoir perdu sa semaine sur un cheval. Cette fois, il avait mangé à l'avance sa guelte touchée la veille, et il ne lui restait pas 10 sous pour son dimanche. Clara n'avait sur elle que 10 francs, qu'elle prêta d'assez bonne grâce. Et ils causèrent, ils parlèrent d'une partie à 6 faite par eux dans un restaurant de Bougival, où les femmes avaient payé leur écho. Ça valait mieux, tout le monde était à son aise. Et puis Mignot, qui voulait ses 20 francs, alla se pencher à l'oreille de monsieur l'homme. Celui-ci, arrêté dans ses écritures, parut saisi d'un grand trouble. Il n'osait refuser pourtant. Il cherchait une pièce de 10 francs dans son porte-monnaie, lorsque madame Aurélie, étonnée de ne plus entendre la voix de Marguerite, qui avait dû s'interrompre, aperçut Mignot et comprit. Elle le renvoya rudement à son rayon. Elle n'avait pas besoin qu'on vînt distraire ces demoiselles. La vérité était qu'elle redoutait le jeune homme, le grand ami de son fils Albert, le complice des farces louches qu'elle tremblait de voir mal finir un jour. Aussi, lorsque Mignot tint les 10 francs et qu'il se fut sauvé, ne put-elle s'empêcher de dire à son mari « S'il est permis, vous laissez dindonner de la sorte ? Mais enfin, je ne pouvais vraiment pas refuser à ce garçon. » Elle lui ferma la bouche d'un haussement de ses fortes épaules. Et puis, comme les vendeuses s'égayaient sournoisement de cette explication de famille, elle reprit avec sévérité. « Allons, mademoiselle Vadon, ne vous endormez pas. 20 paletots, cachemire double, 4e grandeur, à 18 francs 50. » Monsieur l'homme, la tête basse, écrivait de nouveau. Pendant un instant, la besogne marcha. Les chiffres volaient, les paquets de vêtements pleuvaient drus sur les tables. Mais Clara avait inventé une autre distraction. Elle taquinait le garçon Joseph au sujet d'une passion qu'on lui prêtait pour une demoiselle employée à l'échantillonnage. Cette demoiselle, âgée de 28 ans, déjà maigre et pâle, était une protégée de madame Desforges, qui avait voulu la faire engager par Mouret comme vendeuse, en contant à celui-ci une histoire touchante. Une orpheline, la dernière des Fontenailles, vieille noblesse du Poitou, débarquée sur le pavé de Paris avec un père ivrogne, restée honnête dans cette déchéance, d'une éducation trop rudimentaire malheureusement pour être institutrice ou donner des leçons de piano. Mouret d'habitude s'emportait lorsqu'on lui recommandait des filles du monde pauvre. Il n'y avait pas, disait-il, de créatures plus incapables, plus insupportables. Et d'ailleurs, on ne pouvait s'improviser vendeuse. Fallait un apprentissage. C'était un métier complexe. Cependant, il prit la protégée de madame Desforges. Il la mit seulement au service des échantillons, comme il avait déjà casé pour être agréable à des amis 2 comtesses et une baronne. Mademoiselle de Fontenailles gagnait 3 francs par jour, qui lui permettaient tout juste de vivre dans une petite chambre de la rue d'Argenteuil. C'était à la rencontrer, l'air triste, vêtu pauvrement, que le cœur de Joseph, de tempérament tendre, sous sa raideur muette d'ancien soldat, avait fini par être touché. Il n'avouait pas, mais il rougissait quand ces demoiselles des confections le plaisantaient. Clara ne veillait plus au paquet. Une catastrophe se produisit. Des manteaux s'éboulèrent. Tout l'état de la table entraînés tombèrent les uns sur les autres. Le tapis en était jonché. « Là, qu'est-ce que je disais » cria la première hors d'elle. « Faites donc un peu attention, mademoiselle Prunaire, c'est insupportable à la fin. » Mais un frémissement courut. Mouret et Bourdoncle, faisant leur tournée d'inspection, venaient de paraître.
Les voix repartirent, les plumes grincèrent, tandis que Clara se hâtait de ramasser les vêtements. Le patron n'interrompit pas le travail. Il resta là quelques minutes, muet, souriant, et ses lèvres seules avaient un frisson de fièvre dans son visage gai et victorieux des jours d'inventaire. Lorsqu'il aperçut Denise, il faillit laisser échapper un geste d'étonnement. Elle était donc descendue? Ses yeux rencontrèrent ceux de madame Aurélie, puis après une courte hésitation, il s'éloigna. Cependant, Denise, avertie par la rumeur légère, avait levé la tête, et après avoir reconnu Mouret, elle s'était de nouveau penchée sur ses feuilles simplement. Et puis elle écrivait d'une main machinale, au milieu de l'appel régulier des articles. Un apaisement se faisait en elle. Toujours elle avait cédé ainsi au premier excès de sa sensibilité. Des larmes la suffoquaient, sa passion doublait ses tourments, puis elle rentrait dans sa raison. Elle retrouvait un beau courage calme, une force de volonté douce et inexorable. Maintenant, les yeux limpides, le teint pâle, elle était dans un frisson, tout à sa besogne, résolue à s'écraser le cœur et à ne faire que son vouloir. 10 heures sonnèrent. Le vacarme de l'inventaire montait dans le branle-bas des rayons, et sous les cris jetés sans relâche qui se croisaient de toutes parts, la même nouvelle circulait avec une rapidité surprenante. Chaque vendeur savait déjà que Mouret avait écrit le matin pour inviter Denise à dîner. L'indiscrétion venait de Pauline. En descendant, secouée encore, elle avait rencontré Deloche aux dentelles, et sans remarquer que Liénard parlait au jeune homme, elle s'était soulagée. « C'est fait, mon cher, elle vient de recevoir la lettre. Il l'invite pour ce soir. » Deloche était devenu blême. Il avait compris, car il questionnait souvent Pauline. Tous deux causaient chaque jour de leur amie commune, du coup de tendresse de Mouret, de l'invitation fameuse qui finirait par dénouer l'aventure. Du reste, elle le grondait d'aimer secrètement Denise, dont il n'aurait jamais rien, et elle haussait les épaules quand il approuvait la jeune fille de résister au patron. « Son pied va mieux, elle descend, continuait-elle. Ne prenez donc pas cette figure d'enterrement, c'est une chance pour elle, ce qui arrive. » Et elle se hâta de retourner à son rayon. « Ah bon, murmura Liénard qui avait entendu. Il s'agit de la demoiselle à l'entorse. Eh bien, vous aviez raison de vous presser, vous qui la défendiez au café hier soir. » À son tour, il se sauva. Mais quand il rentra au Lénage, il avait déjà raconté l'histoire de la lettre à 4 ou 5 vendeurs. Et de là, en moins de 10 minutes, elle venait de faire le tour des magasins. La dernière phrase de Liénard rappelait une scène qui s'était passée la veille au café Saint-Roch. Maintenant, Deloche et lui ne se quittaient plus. Les deux commis venaient ensemble le matin au bonne heure, s'attendaient le soir pour repartir ensemble. Leurs chambres se touchaient et donnaient sur la même cour noire, un puits étroit dont les odeurs empoisonnaient l'hôtel. Ils faisaient bon ménage malgré leur dissemblance, l'un mangeant avec insouciance l'argent qu'il tirait à son père, l'autre sans un sou, torturé par des idées d'économie, ayant pourtant tous deux un point de commun, leur maladresse comme vendeurs, qui les laissaient végéter dans leur comptoir sans augmentation. Après la sortie du magasin, ils vivaient surtout au café Saint-Roch. Vide de clients pendant le jour, ce café s'emplissait vers 8h30 d'un flot débordant d'employés de commerce, le flot lâché à la rue par la haute porte de la place Gaillon. Dès lors éclatait un bruit assourdissant de dominos, de rires, des voix glapissantes au milieu de la fumée épaisse des pipes. La bière et le café coulaient. Dans un coin de gauche, Liénard demandait des choses chères, tandis que Deloche se contentait d'un bock qu'il mettait 4 heures à boire. C'était là que celui-ci avait entendu Favier, à une table voisine, raconter des abominations sur Denise, la façon dont elle avait fait le patron. En se retroussant, quand elle montait un escalier devant lui, il s'était retenu de le gifler. Puis, comme l'autre continuait, il disait que la petite descendait chaque nuit retrouver son amant. Il l'avait traité de menteur et de fou de colère. Quel sale individu! Il ment, entendez-vous? Et dans l'émotion qui le secouait, il lâchait des aveux, la voix bégayante, vidant son cœur. « Je la connais, je le sais bien. Elle n'a jamais eu de l'amitié que pour un homme, oui, pour monsieur Hutin, et encore il ne s'en est pas aperçu, et ne peut même pas se vanter de l'avoir touché du bout des doigts.
Le récit de cette querelle, grossi, dénaturé, égayait déjà le magasin lorsque l'histoire de la lettre de Mouret circula. Justement, ce fut à un vendeur de la soie que Liénard confia d'abord la nouvelle. Des employés écrivaient, Albert Lhomme aidait ces messieurs, le teint brouillé par une nuit blanche passée dans un bastringue de la chapelle. Une nappe de soleil tombait des vitres du hall, qui laissait voir le bleu ardent du ciel. « Tirez les stores !» criait Boutemont, très occupé à surveiller la besogne. « Il est insupportable, ce soleil !» Favier, en train de se hausser pour atteindre une pièce, grogna sourdement. « S'il est permis d'enfermer le monde par ce temps superbe, pas de danger qu'il pleuve un jour d'inventaire. Et on vous tient sous les verrous comme des galériens lorsque tout Paris se promène. » Il passa la pièce à Hutin. Sur l'étiquette, le métrage était porté, diminué à chaque vente de la quantité vendue, ce qui signifiait beaucoup de travail. Le second cria « Soie de fantaisie, petit carreau, 21 mètres à 6 francs 50 » et la soie alla grossir le tas par terre. Puis il continua une conversation commencée en disant à Favier « Alors, il a voulu vous battre ? Mais oui, je buvais tranquillement mon boc. Ça valait bien la peine de me démentir. La petite vient de recevoir une lettre du patron qui l'invite à dîner. Toute la boîte en cause. Comment ? C'était pas fait ? Favier lui tendait une nouvelle pièce. N'est-ce pas ? On en aurait mis la main au feu. Ça semblait déjà un vieux collage. Idem, 25 mètres, lança Hutin. On entendit le coup sourd de la pièce, tandis qu'il ajoutait plus bas « Vous savez qu'elle a fait la vie chez ce vieux toqué de Bourras ?» Maintenant, tout le rayon s'égayait, sans que la besogne en fût interrompue pourtant. On sut murmurer le nom de la jeune fille, les dos s'enflaient, les nez tournaient à la friandise. Boutemont lui-même, que les histoires gaillardes épanouissaient, ne put se tenir de lâcher une plaisanterie dont le mauvais goût le fit éclater d'aise. Albert, réveillé, jura avoir vu la seconde des confections entre 2 militaires au gros caillou. Justement, Mignot descendait avec les 20 francs qu'il venait d'emprunter. Il était arrêté, il coulait 10 francs dans la main d'Albert en lui donnant rendez-vous pour le soir. Mignot, lorsqu'il apprit l'envoi de la lettre, eut une réflexion si grossière que Boutemont se vit forcé d'intervenir. « En voilà assez, messieurs, ça ne vous regarde pas. Allez donc, monsieur Hutin. »« Soie de fantaisie, petit carreau, 32 mètres à 6 francs 50, cria ce dernier. Les plumes marchaient de nouveau, les paquets tombaient régulièrement, la mare d'étoffe montait toujours, comme si les eaux d'un fleuve s'y fussent déversées. Il y en avait encore tout un casier. Favier, les bras rompus, y mettait de la lenteur. Comme il donnait pourtant les dernières pièces à Hutin, il reprit à voix basse « Dis donc, j'oubliais, vous a-t-on raconté que la seconde des confections a eu une toquade pour vous ?» Le jeune homme parut très surpris. « Tiens, hein, comment ça ?»« Oui, c'est ce grand serin de Deloche qui nous l'a fait la confidence. Je me souviens autrefois quand elle vous reluquait. » Depuis qu'il était second, Hutin avait lâché les chanteuses de café-concert et affiché des institutrices. Très flatté au fond, il répondit d'un air de mépris « Je les aime plus étoffées, mon cher. Et puis, on ne va pas avec tout le monde comme le patron. » « Ah, enfin !» murmura Boutemont, soulagé. Une cloche sonnait, c'était la deuxième table, dont Favier faisait partie. Il descendait de l'escabeau, un autre vendeur prit sa place. Il lui fallut enjamber la houle des pièces d'étoffe qui avaient encore monté sur les parquets. Maintenant, dans tous les rayons, des écroulements pareils encombraient le sol. Toutes les voix donnaient ensemble, des voix aiguës, des voix grasses, des chiffres sifflés dans l'air, une clameur grésillante battait l'immense nef, la clameur des forêts en janvier lorsque le vent souffle dans les branches. Favier se dégagea enfin et prit l'escalier des réfectoires. Depuis les agrandissements du Bonheur des Dames, ces derniers se trouvaient au 4e étage, dans les bâtiments neufs. Comme il se hâtait, il rattrapa Deloche et Liénard, montés avant lui. Alors, il se rabattit sur Mignot qui lui suivait. « Diable !» dit-il dans le corridor de la cuisine, devant le tableau noir où le menu était inscrit. « On voit bien que c'est l'inventaire. Fête complète, poulet ou émincé de gigot et artichaut à l'huile. Leur gigot va remporter une jolie veste. » Mignot ricanait en murmurant « Y a donc une maladie sur la volaille ?» Pendant Deloche et Liénard avaient pris leur portion et s'en allaient. Alors Favier, penché au guichet, dit à voix haute « Poulet !» Mais il dut attendre. Un des garçons qui découpait venait de s'entailler le doigt.
et cela jetait un trouble. Il restait, face à l'ouverture, regardant la cuisine d'une installation géante, avec son fourneau central, sur lequel 2 rails fixés au plafond amenaient par un système de poulies et de chaînes les colossales marmites que 4 hommes n'auraient pu soulever. Des cuisiniers, tout blancs dans le rouge sombre de la fonte, surveillaient le pot-au-feu du soir, monté sur des échelles de fer, armés d'écumoires au bout de 4 grands bâtons. Puis, c'était contre le mur, des casseroles à fricasser un mouton, un chauffe-assiette monumental, une vasque de marbre emplie par un continuel filet d'eau. Et l'on apercevait encore, à gauche, une laverie, des éviers de pierre larges comme des piscines, tandis que, de l'autre côté, à droite, se trouvait un garde-manger où l'on entrevoyait des viandes rouges, à des crocs d'acier. Une machine à pelurer les pommes de terre fonctionnait avec un tic-tac de moulin. 2 petites voitures pleines de salades épluchées passaient, traînées par des aides qui allaient les remiser au frais sous une fontaine. « Poulet !» répéta Favier, pris d'impatience. Et puis, se retournant, il ajouta plus bas, « Il y en a un qui s'est coupé, c'est dégoûtant, ça coule dans la nourriture. » Mignot voulut voir. Toute une queue de commis grossissait. Il y avait des rires, des poussées, et maintenant les 2 jeunes gens, la tête au guichet, se communiquaient leurs réflexions devant cette cuisine de phalanstère où les moindres ustensiles, jusqu'aux broches et aux lardoirs, devenaient gigantesques. Il y fallait servir 2000 déjeuners et 2000 dîners, sans compter que le nombre des employés augmentait de semaine en semaine. « Ah, enfin !» murmura Favier lorsque le cuisinier de service reparut avec une bassine où il piqua une cuisse pour la lui donner. « Poulet !» dit Mignot derrière lui. Et tous 2, tenant leurs assiettes, entrèrent dans le réfectoire, après avoir pris leur part de vin à la buvette, pendant que derrière leur dos le mot « poulet » tombait sans relâche, régulièrement, et qu'on entendait la fourchette du cuisinier piquer les morceaux avec un petit bruit rapide et cadencé. Maintenant, le réfectoire des commis était une immense salle où les 500 couverts de chacune des 3 séries tenaient à l'aise. Ces couverts se trouvaient alignés sur de longues tables d'acajou, placées parallèlement dans le sens de la largeur. Aux 2 bouts de la salle, des tables pareilles étaient réservées aux inspecteurs et aux chefs de rayon. Et il y avait dans le milieu un comptoir pour les suppléments. De grandes fenêtres à droite et à gauche éclairaient d'une clarté blanche cette galerie dont le plafond, malgré ses 4 mètres de hauteur, semblait bas, écrasé par le développement démesuré des autres dimensions. « Comment ? Vous aussi, Mignot, vous avez eu une cuisse ?» dit Favier lorsqu'il se fut assis à une des tables en face de son compagnon. D'autres commis s'installaient autour d'eux. Il n'y avait pas de nappe. Les assiettes rendaient un bruit fêlé sur l'acajou, et tous s'exclamaient dans ce coin car le nombre des cuisses était vraiment prodigieux. « Encore des volailles qui n'ont que des pattes !» fit remarquer Mignot. Ceux qui avaient des morceaux de carcasse se fâchaient. Pourtant, la nourriture s'était beaucoup améliorée depuis les aménagements nouveaux. Mouret ne traitait plus avec un entrepreneur pour une somme fixe, il dirigeait aussi la cuisine. Il en avait fait un service organisé, comme un de ses rayons, ayant un chef, des sous-chefs, un inspecteur, et s'il déboursait davantage, il obtenait plus de travail d'un personnel mieux nourri. Calcul d'une humanitaire pratique et qui avait longtemps consterné Bourdoncle. « Bon, allons, la mienne est tendre tout de même, » reprit Mignot. Deloche, cependant, assis entre Baugé et Liénard, se trouvait presque en face de Favier, à quelques places de distance. Tous 2 s'étaient lancés un regard de rancune. Des voisins chuchotaient au courant de leur querelle de la veille, et puis on avait ri de la malchance de Deloche, toujours affamé et tombant toujours par une sorte de destinée sur le plus mauvais morceau de la table. Cette fois, il venait d'apporter un coup de poulet et un débris de carcasse. Silencieux, il laissait plaisanter, il avalait de grosses bouchées de pain en épluchant le cou avec l'art infini d'un garçon qui avait le respect de la viande. « Pourquoi ne réclamez-vous pas ?» lui dit Baugé. Mais il haussa les épaules. À quoi bon ? Ça ne tournait jamais bien. Quand il ne se résignait pas, les choses allaient plus mal. « Vous savez que les bobinards ont leur club maintenant ?» raconta tout à coup Mignot. « Parfaitement le Bobine Club. Ça se passe chez un marchand de vin de la rue Saint-Honoré qui leur loue une salle le samedi. » Il parlait des vendeurs de la mercerie. Alors, toute la table s'égaya. Entre 2 morceaux, la voix empâtée, chacun lâchait une phrase, ajoutait un détail.
et il n'y avait que les liseurs obstinés qui restaient muets, perdus, le nez enfoncé dans un journal. On en tombait d'accord. Chaque année, les employés de commerce prenaient un meilleur genre. Près de la moitié à présent parlaient l'allemand ou l'anglais. Le chic n'était plus d'aller faire du boucan à Bullier, de rouler les cafés-concerts pour y siffler les chanteuses laides. Non, on se réunissait une vingtaine, on fondait un cercle. « Est-ce qu'ils ont un piano comme les Toiliers ?» demanda Liénard. « Si, le Bobbin Club a un piano, je crois bien. Et il joue et il chante. Même, il y en a un, le petit Bavou, qui lit des vers. » La gaieté redoubla. On blaguait le petit Bavou. Pourtant, il y avait sous les rires une grande considération. Et puis, on causa d'une pièce du vaudeville où un calicot jouait un vilain rôle. Plusieurs se fâchaient pendant que les autres s'inquiétaient de l'heure à laquelle on les lâcherait le soir, car ils devaient aller en soirée dans les familles bourgeoises, et de tous les points de la salle immense partaient des conversations semblables au milieu du vacarme croissant de la vaisselle. Pour chasser l'odeur de la nourriture, la buée chaude qui montait des 500 couverts débandés, on avait ouvert les fenêtres, dont les stores baissaient et étaient brûlants du lourd soleil d'août. Des souffles ardents venaient de la rue. Des reflets d'or jaunissaient le plafond, baignaient d'une lumière rousse les convives en nage. « S'il est permis de vous enfermer un dimanche par un temps pareil, » répéta Favier. Cette réflexion ramena ces messieurs à l'inventaire. L'année était superbe, et l'on en vint aux appointements, aux augmentations, l'éternel sujet, la question passionnante qui les secouait tous. « À propos, » cria Favier, « vous connaissez l'aventure ?» Mais il eut la voix couverte. Mignot demandait « Qui est-ce qui n'aime pas l'artichaut? Je vends mon dessert contre un artichaut. » Personne ne répondit. Tout le monde aimait l'artichaut. Ce déjeuner-là compterait parmi les bons, car on avait vu des pêches pour le dessert. « Il a invité à dîner, mon cher, » disait Favier à son voisin de droite, en achevant son récit. « Comment? Vous ne le saviez pas ?» La table entière le savait. On était fatigué d'en causer depuis le matin. Et des plaisanteries, toujours les mêmes, passèrent de bouche en bouche. Deloche frémissait. Ses yeux finirent par se fixer sur Favier, qui répétait avec insistance « S'il ne l'a pas eue, il va la voir. » Lui aussi regardait Deloche. Il ajouta d'un air provoquant « Ceux qui aiment les eaux peuvent se la payer pour 100 sous. » Brusquement, il baissa la tête. Deloche, cédant à un mouvement irrésistible, venait de lui jeter son dernier verre de vin par la figure, en bégayant « Tiens, sale menteur, j'aurais dû t'arroser hier. » Ce fut un esclandre. Quelques gouttes avaient éclaboussé les voisins de Favier, dont les cheveux seuls se trouvaient mouillés légèrement. Le vin, lancé d'une main trop rude, était allé tomber de l'autre côté de la table. Mais on se fâchait. Il couchait donc avec, qu'il la défendait ainsi? Quelle brute! Il aurait mérité une paire de gifles pour apprendre à se conduire. Pourtant, les voix baissèrent, on signalait l'approche de l'inspecteur, et c'était inutile de mettre la direction dans la querelle. Favier se contenta de dire « S'il m'avait attrapé, vous auriez vu quelle danse !» Et puis, cela finit par des moqueries. Lorsque Deloche, encore tremblant, voulut boire pour cacher son trouble et qu'il saisit d'une main tremblante son verre vide, des rires coururent. Il reposa son verre gauchement. Il se mit à sucer les feuilles d'artichaut qu'il avait mangées déjà. « Passez donc la carafe à Deloche, » dit tranquillement Mignot. « Il a soif. » Les rires redoublèrent. Deloche restait immobile, la tête basse, comme sourd. Il ne semblait pas entendre les plaisanteries. Il éprouvait un regret désespéré de ce qu'il venait de faire. Ces gens avaient raison. À quel titre la défendait-il? On allait croire toutes sortes de vilaines choses. Il se serait battu lui-même de l'avoir ainsi compromise en voulant l'innocenter. C'était sa chance habituelle. Il aurait mieux fait de crever tout de suite, car il ne pouvait même céder à son cœur, sans commettre des bêtises. Des larmes lui montaient aux yeux. N'était-ce pas également sa faute si le magasin causait de la lettre écrite par le patron? Il les entendait bien ricaner avec des mots crus sur cette invitation dont Liénard seul avait reçu la confidence, et il s'accusait, il n'aurait pas dû laisser parler Pauline devant ce dernier, il se rendait responsable de l'indiscrétion commise. « Pourquoi avez-vous raconté ça ?» murmura-t-il enfin d'une voix douloureuse. « C'est très mal. »« Moi, répondit Liénard, mais je ne l'ai dit qu'à une ou deux personnes, en exigeant le secret. Est-ce qu'on sait comment les choses se répandent ?» Le brouhaha des voix battait les murs d'un tel bruit que le coup de cloche ne fut d'abord entendu que des tables voisines de la porte. On se leva.
La débandade de la sortie emplit longuement les corridors. Cependant, Deloche était resté en arrière pour échapper aux mots d'esprit qui continuaient. Boget sortit même avant lui, et Boget, d'habitude, quittait la salle le dernier, faisait un détour et rencontrait Pauline au moment où celle-ci se rendait au réfectoire des dames. C'était une manœuvre arrêtée entre eux, la seule manière de se voir une minute durant les heures de travail. Mais ce jour-là, comme ils se baisaient à pleine bouche dans un angle du corridor, Denise, qui montait également déjeuner, les surprit. Elle marchait d'un pas difficile à cause de son pied. « Oh, ma chère !» balbutia Pauline très rouge. « Ne dites rien, n'est-ce pas ?» Boget, avec ses gros membres, sa carrure de géant, tremblait ainsi qu'un petit garçon. Il murmura « C'est qu'ils nous flanqueraient bien dehors. Notre mariage a beau être annoncé, ils ne comprennent pas qu'on s'embrasse, ces animaux-là. » Denise, toute remuée, affecta de ne pas les avoir vus, et Boget se sauvait lorsque Deloche parut à son tour. Il voulut s'excuser, il balbutia des phrases que Denise ne saisit pas d'abord. Et puis, comme il reprochait à Pauline d'avoir parlé devant Liénard et que celle-ci demeurait embarrassée, la jeune fille eut enfin l'explication des mots qu'on chuchotait derrière elle depuis le matin. C'était l'histoire de la lettre qui circulait. Elle fut reprise du frisson dont la lettre l'avait secouée. Elle se voyait déshabillée par tous ces hommes. « Moi, je ne savais pas, » répétait Pauline. « D'ailleurs, il n'y a rien là-dedans de vilain. On laisse causer, ils ragent tous, pardi. »« Je ne vous en veux point. Vous n'avez raconté que la vérité. J'ai reçu une lettre, c'est à moi d'y répondre. » Deloche s'en alla, navré, ayant compris que la jeune fille acceptait la situation et qu'elle irait le soir au rendez-vous. Quand les deux vendeuses eurent déjeuné dans une petite salle voisine de la grande, Pauline dut aider Denise à descendre car le pied de celle-ci se fatiguait. Les voix se haussaient encore, on ne voyait que la gesticulation des bras, et on ne pouvait plus marcher. La crue des piles et des ballots sur les parquets montait à la hauteur des comptoirs, tandis que le long des glaces sans teint autour du magasin fermé continuaient à passer de rares promeneurs, blêmes de l'ennui étouffant du dimanche. Sur le trottoir de la rue Neuve-Saint-Augustin, 3 grandes filles en cheveux l'air souillon s'étaient plantées, collant effrontément leur visage aux glaces, tâchant de voir la drôle de cuisine qu'on bâclait là-dedans. Lorsque Denise rentra aux confections, Madame Aurélie laissa Marguerite achever l'appel des vêtements. Il restait à faire un travail de contrôle, pour lequel, désireuse de silence, elle se retira dans la salle de l'échantillonnage en emmenant la jeune fille. « Venez avec moi, nous collationnerons, puis vous additionnerez. » Elle voulut laisser la porte ouverte afin de surveiller, puis elle installa mademoiselle de Fontenailles. Cette dernière additionnerait aussi, on gagnerait du temps. Mais l'apparition de la marquise, comme l'a nommée Clara méchamment, avait remué le rayon. On riait, on plaisantait Joseph, des mots féroces arrivaient par la porte. « Ne vous reculez pas, vous ne me gênez aucunement, » dit Denise, saisie d'une grande pitié. « Tenez, mon encrier suffira. Vous prendrez de l'encre avec moi. » Mademoiselle de Fontenailles ne trouva pas même un mot de gratitude. Elle devait boire, sa maigreur avait des teintes plombées, et ses mains seules, blanches et fines, disaient encore la distinction. Cependant, les rires tombèrent tout d'un coup. On entendit la besogne reprendre son ronflement régulier. C'était Mouret, qui faisait de nouveau le tour des rayons. Mais il s'arrêta, il chercha Denise, surpris de ne pas la voir. D'un signe, il avait appelé Madame Aurélie, et tous deux s'écartèrent, parlèrent bas un instant. Il devait l'interroger. Elle désigna des yeux la salle de l'échantillonnage, puis sembla rendre des comptes. Sans doute elle rapportait que la jeune fille avait pleuré le matin. « Montrez-moi les listes, » dit Mouret tout haut. « Par ici, monsieur, » répondit la première. « Nous nous sommes sauvés du tapage. » Il la suivit dans la pièce voisine. Clara ne fut pas dupe de la manœuvre. Elle murmura qu'on ferait mieux d'aller chercher un lit tout de suite. Mais Marguerite lui jetait des vêtements d'une main plus vive pour l'occuper et lui fermer la bouche. Est-ce que la seconde n'était pas une bonne camarade? Ses affaires ne regardaient personne. Le rayon devenait complice. Les vendeuses s'agitaient davantage. Les dos de Monsieur Lhomme et de Joseph se renflaient comme sourds. Et l'inspecteur Jouve, ayant remarqué de loin la tactique de Madame Aurélie, vint marcher devant la porte de l'échantillonnage du pas régulier d'un factionnaire qui garde le bon plaisir d'un supérieur.
Donnez les listes à monsieur, dit la première en entrant. Denise les donna, puis resta les yeux levés. Elle avait eu un léger sursaut, mais elle s'était domptée, et elle gardait un beau calme, les joues pâles. Un instant, Mouret parut s'absorber dans l'énumération des articles, sans un regard pour la jeune fille. Le silence régnait. Alors, madame Aurélie, s'étant rapprochée de mademoiselle de Fontenailles, qui n'avait pas même tourné la tête, parut mécontente de ces additions et lui dit à demi-voix « Allez donc aider au paquet, vous n'avez pas l'habitude des chiffres. » Celle-ci se leva, retourna au rayon où des chuchotements l'accueillirent. Joseph, sous les yeux rieurs de ces demoiselles, écrivait de travers. Clara, enchantée de cette aide qui lui arrivait, la bousculait pourtant dans la haine qu'elle avait de toutes les femmes au magasin. Était-ce idiot de tomber à l'amour d'un homme de peine quand on était marquise? Et elle lui jalousait cet amour. « très bien, répétait Mouret en affectant toujours de lire. Cependant, madame Aurélie ne savait pas comment sortir à son tour de façon décente. Elle piétinait, elle allait regarder les couteaux mécaniques, furieuse que son mari n'inventât pas une histoire pour l'appeler. Ce fut Marguerite qui eut l'intelligence de demander un renseignement. « J'y vais, répondit la première. Lentement, Mouret avait reposé les listes sur la table. Il regardait la jeune fille qui était restée assise, la plume à la main. Elle ne détournait pas les regards. Elle avait seulement pâli davantage. « Vous viendrez ce soir ?» demanda-t-il à mi-voix. « Non, monsieur, répondit-elle, je ne pourrai pas. Mes frères doivent se trouver chez mon oncle et j'ai promis de dîner avec eux. »« Mais votre pied, vous marchez trop difficilement. »« Oh, j'irai bien jusque-là. Je me sens beaucoup mieux depuis ce matin. » À son tour, il était devenu pâle, devant ce refus tranquille. Une révolte nerveuse agitait ses lèvres. Pourtant, il se contenait et reprit de son air de patron obligeant qui s'intéresse simplement à une de ses demoiselles. « Voyons, si je vous priais, vous savez dans quelle estime je vous tiens. » Denise garda son attitude respectueuse. « Je suis très touchée, monsieur, de votre bonté pour moi, et je vous remercie de votre invitation. Mais je le répète, c'est impossible. Mes frères m'attendent ce soir. » Elle s'entêtait. La porte demeurait ouverte et elle sentait bien cependant le magasin entier qui la poussait. Pauline l'avait traitée amicalement de grande sotte. Les autres se moqueraient d'elle si elle refusait l'invitation. Madame Aurélie qui s'en était allée, Marguerite dont elle entendait monter la voix, le dos de monsieur l'homme qu'elle apercevait immobile et discret, tous voulaient sa chute, tous la jetaient au maître. Et le ronflement lointain de l'inventaire, ces millions de marchandises criées à la volée, remuées à bout de bras, étaient comme un vent chaud qui soufflait la passion jusqu'à elle. Il y eut un silence. Par moments, le bruit couvrait les paroles de Mouret, qui l'accompagnait du vacarme formidable d'une fortune de roi gagnée dans les batailles. « Alors, quand viendrez-vous » demanda-t-il de nouveau. « Demain ?»« Je ne sais pas. Je ne puis pas. » Il sourit. Il essaya de lui prendre une main qu'elle retira. « De quoi avez donc vous peur ?» Mais elle relevait déjà la tête. Elle le regardait en face, et elle dit, en souriant de son air doux et brave, « Mais je n'ai peur de rien, monsieur. On fait seulement ce qu'on veut faire, n'est-ce pas? Moi, je ne veux pas. Voilà tout. » Comme elle se taisait, un craquement la surprit. Elle se retourna et vit la porte se fermer avec lenteur. C'était l'inspecteur Jouve qui prenait sur lui de la tirer. Les portes rentraient dans son service, aucune ne devait rester ouverte, et il se remit à monter gravement sa faction. Personne ne parut s'apercevoir de cette porte fermée d'un air si simple. Denise, cependant, s'était levée. Mouret lui disait d'une voix basse et tremblante, « Écoutez, je vous aime. Vous le savez depuis longtemps, ne jouez pas le jeu cruel de faire l'ignorante. Et ne craignez rien. 20 fois j'ai eu l'envie de vous appeler dans mon cabinet. Nous aurions été seuls, je n'aurais eu qu'à pousser un verrou. Mais je n'ai pas voulu. Vous voyez bien que je vous parle ici, où chacun peut entrer. Je vous aime, Denise. » Elle était debout, la face blanche, l'écoutant, le regardant toujours en face. « Dites, pourquoi refusez-vous? N'avez-vous donc pas de besoin? Vos frères sont d'une lourde charge. Tout ce que vous demanderiez, tout ce que vous exigeriez de moi. » D'un mot, elle l'arrêta. « Merci, je gagne maintenant plus qu'il ne me faut. »« Mais c'est la liberté que je vous offre. C'est une existence de plaisir et de luxe. Je vous mettrai chez vous,
Je vous assurerai une petite fortune. »« Non, merci. Je ne m'ennuierai à ne rien faire. Je n'avais pas 10 ans que je gagnais déjà ma vie. » Il eut un geste fou. C'était la première qui ne cédait pas. Il n'avait eu qu'à se baisser pour prendre les autres. Elle disait non, sans même donner un prétexte. Son désir, contenu depuis longtemps, fouetté par la résistance, s'exaspérait. Peut-être n'offrait-il pas assez ? Et il doubla ses offres, il la pressa davantage. « Non, 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 merci », répondait-elle chaque fois sans une défaillance. Alors il laissa échapper son cri de cœur. « Vous ne voyez donc pas que je souffre ? Oui, c'est imbécile, je souffre comme un enfant. » Des larmes mouillèrent ses yeux. Un nouveau silence régna. On entendit encore derrière la porte le ronflement adouci de l'inventaire. C'était comme un bruit mourant de triomphe. L'accompagnement se faisait discret dans cette défaite du maître. « Si je le voulais pourtant, dit-il de nouveau ardente, en lui saisissant les mains. Elle les lui laissa, ses yeux pâlirent, toute sa force s'en allait. Une chaleur lui venait des mains tièdes de cet homme, l'emplissait d'une lâcheté délicieuse. Mon Dieu, comme elle aimait! Et quelle douceur elle aurait goûté à se pendre à son cou pour rester sur sa poitrine. « Je veux, répétait-il affolé, je vous attends ce soir où je prendrai des mesures. » Il devenait brutal. Elle poussa un léger cri. La douleur qu'elle ressentait au poignet lui rendit son courage. D'une secousse, elle se dégagea. Et puis, toute droite, l'air grandi dans sa faiblesse. « Non, laissez-moi. Je ne suis pas une Clara qu'on lâche le lendemain. Et puis, monsieur, vous aimez une personne ? Oui, cette dame qui vient ici. Restez avec elle. Moi, je ne partage pas. » La surprise le tenait immobile. Que disait-elle donc ? Et que voulait-elle ? Jamais les filles ramassées par lui dans les rayons ne s'étaient inquiétées d'être aimées. Il aurait dû en rire. Et cette attitude de fierté tendre achevait de lui bouleverser le cœur. « Monsieur, reprit-elle, rouvrez cette porte. Ce n'est pas convenable d'être ainsi ensemble. » Mouret obéit, et les tempes bourdonnantes, ne sachant comment cacher son angoisse, il appela Madame Aurélie, s'emporta contre le stock des Rontondes, dit qu'il faudrait baisser les prix, et les baisser tant qu'il en resterait une. C'était la règle de la maison, on balayait tout chaque année, on vendait à 60% de perte plutôt que de garder un modèle ancien ou une étoffe défraîchie. Justement, Bourdoncle, à la recherche du directeur, l'attendait depuis un instant. Il parla des soies de fantaisie dont le stock allait être énorme. Ce fut un soulagement pour Mouret qui put crier à son aise. « À quoi donc songeait Boutemont ?» Il s'éloigna en déclarant qu'il n'admettait pas qu'un acheteur manquât de flair jusqu'à commettre la bêtise de s'approvisionner au-delà des besoins de la vente. « Qu'y a-t-il » murmura Madame Aurélie, toute remuée par ses reproches. Et ces demoiselles se regardèrent avec surprise. À 6 heures, l'inventaire était terminé. Le soleil luisait encore, un blond soleil d'été, dont le reflet d'or tombait par les vitrages des halls. Dans l'air alourdi des rues, déjà des familles, hélas, revenaient de la banlieue, chargées de bouquets et traînant des enfants. Un à un, les rayons avaient fait silence. On n'entendait plus au fond des galeries que les appels attardés de quelques commis vidant une dernière case. Puis ces voix elles-mêmes se turent, et il ne resta du vacarme de la journée qu'un grand frisson au-dessus de la débâcle formidable des marchandises. Comme Madame Aurélie, qui était de la première table, descendait du réflectoire, elle apporta le chiffre d'affaires réalisé dans l'année, un chiffre que les additions des divers rayons donnaient à l'instant. Le total était de 80 millions, 10 millions de plus que l'année précédente. « Si Mouret n'est pas content, je ne sais pas ce qu'il lui faut, » ajouta la première. « Tenez, il est là-bas, en haut du grand escalier, l'air furieux. » Ces demoiselles allèrent le voir. Il était seul, debout, le visage sombre, au-dessus des millions écroulés à ses pieds. « Madame, vient demander à ce moment Denise, seriez-vous assez bonne pour me permettre de me retirer ? Je ne sers plus à rien à cause de ma jambe. Et comme je dois dîner chez mon oncle avec mes frères... » Ce fut un étonnement. Elle n'avait donc pas cédé ? Madame Aurélie hésita, parut sur le point de lui défendre de sortir, la voix brève et mécontente, pendant que Clara haussait les épaules pleines d'incrédulité. « Laissez donc, c'était bien simple, il ne voulait plus d'elle. » Quand Pauline apprit ce dénouement, elle se trouvait devant les layettes avec Deloche,
La joie brusque du jeune homme la mit en colère. Ça l'avançait à grand-chose, n'est-ce pas? Il était peut-être heureux que son amie fût assez sotte pour manquer sa fortune. Et Bourdoncle, qui n'osait aller déranger Mouret dans son isolement farouche, se promenait au milieu des bruits, désolé lui-même, saisi d'inquiétude. Cependant Denise descendit. Comme elle arrivait au bas du petit escalier de gauche, doucement, en s'appuyant à la rampe, elle tomba sur un groupe de vendeurs qui ricanaient. Son nom fut prononcé. Elle sentit qu'on parlait encore de son aventure. On ne l'avait pas aperçu. « Allons donc, des manières, disait Favier. C'est pétri de vices. Oui, je connais quelqu'un qu'elle a voulu prendre de force. » Et il regardait Hutin, qui, pour conserver sa dignité de second, se tenait à 4 pas sans se mêler aux plaisanteries, mais il fut si flatté de l'air d'envie dont les autres le considéraient qu'il daigna murmurer « Oh, ce qu'elle m'a embêté, celle-là !» Denise, frappée au cœur, se retint à la rampe. On dut la voir. Tous se dispersèrent avec des rires. Il avait raison, elle s'accusait de ses ignorances d'autrefois quand elle songeait à lui. Mais comme il était lâche, et comme elle le méprisait maintenant, un grand trouble l'avait saisie. N'était-ce pas étrange qu'elle eût trouvé tout à l'heure la force de repousser un homme adoré, lorsqu'elle se sentait si faible jadis devant ce misérable garçon dont elle rêvait seulement l'amour? Sa raison et sa vaillance sombraient dans ces contradictions. Elle se hâta de traverser le hall. Puis un instinct lui fit lever la tête pendant qu'un inspecteur ouvrait la porte, fermée depuis le matin. Et elle aperçut Mouret. Il était toujours en haut de l'escalier, sur le grand palier central, dominant la galerie. Mais il avait oublié l'inventaire. Il ne voyait pas son empire, ses magasins crevant de richesse. Tout avait disparu, les victoires bruyantes d'hier, la fortune colossale de demain. D'un regard désespéré, il suivait Denise, et quand elle eut passé la porte, il n'y eut plus rien. La maison devint noire. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.